Vocal stilistics in African music and its diaspora. Dear colleagues, my name is Gino Titson here. I wrote this line to expand on the fascinating complexity of the voice, particularly within the context of the African diaspora, a topic far richer than a simple overview can convey. My mentor, Jean-Marc Chouvel's insightful observation, I'm quoting the guy, everything we think we hear, we barely understand. This quote serves as a potent starting point. Our understanding of the voice, its nuances, and its power is often far shallower than we perceive. This exploration delves into the multifaceted nature of vocal expression, from the precise mechanics of articulation and diction to the emotive power of declamation and the expressive freedom found in both spoken and sung forms. The voice transcends mere communication. It's a tool of liberation, a conduit for self-expression, and an outward manifestation of the inner self. Vocal stilistics, the study of vocal techniques and styles in music, offers a crucial lens through which to examine this multifaceted landscape. While encompassing general stylistic techniques and methods, it also focuses on the specific determined by the genre and performer, from the grandeur of opera, zouk, compa, and the raw energy of rock to the soulful rhythm of R&B, makossa, and so on, and the theatrical precision of musical theater, both legit and belt styles. Vocal styles are diverse and ever evolving. Mastering vocal technique is a journey requiring diligent practice. This includes cultivating a tall posture, diaphragmatic breathing, relaxation of the throat, tongue, and upper body, consistent vocal warm ups and exercises such as the 5 tone count for chest voice development and the 1.5 octave lip trill for expanding vocal range. Developing versatility across various styles expands an artist's expressive palette, ultimately distinguishing one singer and one genre from another. However, our inquiry extends beyond the established frameworks. The 21st century presents a critical juncture. Are we witnessing a synthesis of existing vocal knowledge and an expansion of its expressive range? Or are we seeing the birth of entirely new forms of vocal expression, especially in the burgeoning fields of music, poetry, and choreographic performance? While the voice is undeniably integral to the human body, its expressive potential, encompassing the materiality of language itself, seems underutilized in a contemporary performance. The role of the voice as a springboard for improvisation in music, dance, and broader performance art deserves a deeper investigation. To facilitate this exploration, we have organized a three-part conference series, each segment branching from a central theme, illuminating different facets of this vital subject. We look forward to engaging with you in this rich and multifaceted discussion. So to start, we can welcome this great scholar from Haiti, based in Canada, Dr. Kessler Bien-Aimé. Professor Bien-Aimé is a lecturer and researcher at the State University of Haiti and holds a PhD in ethnology and heritage from the Department of Historical Sciences of the Faculty of Arts and Humanities at Université Laval, Canada. Photographer and culture program specialist at the Haitian National Commission for Cooperation with UNESCO. He is a researcher at the Languages Laboratory, Speech Representations, LADIREP. His research interests focus on, first, the governance of heritage and cultural projects. Second, the dynamics of patrimonialization and appropriation of places of history and memory in the context of post-colony.
The title of his topic is Racine Music, Profile of a Rediscovered Protest. The Haitian musical landscape of the second half of the 20th and the beginning of the 21st century has suffered the political and social turbulence of the Duvalier era and after. However, if these tremors have favored the valorization of Vodou music, they have modified urban musical practices. The changes recorded in the political field of the time were accompanied by a social demand of an art of protest, very often mimetic. All forms, all musical genres in Haiti were then questioned. Exploring other music, they sought to reposition themselves as the mouthpiece of the protesting people. It was in this context of political and artistic changes that Racine music was born. As a new hybrid musical aesthetic, its identity strategy embraces both indigenous and Western values. By participating in the post-Duvalier political identity, this music of protest is already running out of steam in the waves of the social political movement post-Duvalier, whose praxis is incompatible with the conformity of the music market. Please, let's welcome Dr. Kessler Bien-Aimé. Uh, Thank you very much, Dr. Sitson. Thank you, all the participants, and pretty glad to share with you this conference. Let me go to the language that I really master, which is Creole and French, of course. Et bon, merci, Dr. Sitson, pour cette introduction. Merci aux participants et également et à notre ami qui est censé là pour nous pour animer et les interactions. Et puis le co-intervenant. Euh, c'est tout un plaisir d'échanger avec vous et durant cette conversation. Et il s'agit de vous parler d'une musique qui n'est, vous, africain, c'est pas du nouveau pour vous en principe, mais bien entendu, l'esthétique qui est dégagée peut être considérée comme une nouvelle esthétique, c'est-à-dire c'est le fait que cette musique, que, attention, que il y a quelqu'un qui aurait micro ouvert, ça nous va nous compliquer la vie. Oh, éteignez les micros si c'est possible, j'imagine, c'est encore possible, hein. Bon. Et donc, cela dit, cette musique, elle est quand même présente en Afrique en termes de rhythm, c'est-à-dire rythme, euh, et en termes de matériaux musicaux, pour parler un peu plus globalement. Mais l'aménagement, éteignez les micros, je suis incapable de faire autrement. Donc, euh, cette musique, elle est, comme je disais, elle est bien sûr présente en Afrique. Donc, c'est pas nécessairement une nouvelle musique, c'est pas un nouveau genre musical, mais l'arrangement, l'appropriation qui en est faite. Et cette forme d'appropriation est censée et nouvelle dans mon propos, et bien sûr au propos d'autres personnes, comme d'autres plutôt ethnomusicologues, comme Avril. Et là, je vais tenter de traiter dans une quinzaine de minutes avec vous un parcours, mais bon, bien sûr, j'imagine que nous aurons d'autres occasions pour en parler davantage. Donc, on va parler plutôt de naissance de cette nouveau genre musical, cette nouvelle musique, dans un contexte de protestation, comment cette musique a accompagné cette protestation, comment cette musique a fait corps avec cette protestation, si je tente de contextualiser cette protestation dans les années 70-2000, le temps de cette période, et cette musique était vraiment en vogue, notamment dans les années fin années 90, et ou disons, ouais, 90
c'était une musique vraiment, c'était la montée, l'émergence, l'imposition de cette musique dans le paysage musical haïtien, ce qui a remodelé, bien entendu, l'esthétique musicale et beaucoup d'autres genres musicaux se sont ralliés, bien entendu, à cette musique qui est quand même nommée et identifiée comme musique racine. C'est une manière de dire roots music, mais bon, c'est beaucoup à prendre de manière littérale parce qu'il y a cette démarche d'enracinement a toute une connotation, bien entendu en Haïti. Je parle du lieu d'Haïti, c'est-à-dire plus précisément du lieu et de la Caraïbe. Bon, voilà. Pour ça, c'est quand même une sorte comment avancer? OK. Maintenant, donc, dans le contexte de l'émergence de cette musique, c'est une musique très politique. Laisse-moi voir quelle il est pour m'assurer que c'est bon. Ok. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de parler de politique. Pour parler un peu de l'antériorité de tout ça, c'est une recherche que j'ai menée, assez longue sur le terrain. Et donc, je parle du dedans. C'est vraiment, c'est-à-dire, je connais cette musique pour être capable finalement de la jouer, de l'exécuter. Et je connais les acteurs et également qui sont en scène. Donc, c'est des visages avec lesquels, bien sûr, j'ai quand même, c'est pas nécessairement d'amitié, mais comme acteur dans l'espace culturel et haïtien. Bon, je vais regarder ça à partir des angles de vue de la sociologie et musicale. C'est à partir de ce lieu-là que je vais regarder et cette musique inscrite ici dans le champ politique. C'est comme son ADN, si on peut dire. Donc, il s'agit d'examiner le contenu social de la musique racine en tant que, il faut corriger pour moi, et tant que TANT et espace, bien entendu, en tant que système de relations musicales qui s'incarne dans le monde social dont tel est issu. Donc, c'est-à-dire que ça vient de quelque part et c'est une expression de son temps, une expression de l'espace social et de l'époque entre les années 70. Et déchiffrer, on va tenter de déchiffrer et également, et j'en profite pour faire ce que je viens de dire. C'est préférable de le faire comme ça. OK, bon, je reviens. Parce que j'imagine que monsieur, OK, c'est fait. Et donc, maintenant, déchiffrer le contenu social de cette musique, est-ce qu'on va pouvoir le faire maintenant? Je ne suis pas sûr. Mais quand même, j'attire votre attention que cette musique a un contenu et une connotation ou des connotations. Bien sûr, et on peut parler vraiment de la dénotation de cette musique. Et sociologie de l'œuvre musicale, donc il y a toute une discographie qui est liée avec, qui est censée être disponible quelqu'un qui s'intéresserait à voir un peu plus près et de quoi il s'agit. Donc, ça existe. Et voire même tenter de faire la sémiotique de cette musique en termes de chercher le sens ou les symboles, que ce soit du point de vue du comportement des acteurs qui la jouent et vêtements et costumes et expressions sur scène et tous les éléments d'artificialisation qui accompagnent cette musique, on peut bien entendu et voir que c'est possible de faire. Donc, mais, entre-temps, je ne suis pas le premier à travailler sur ça. Il y a quand même un minimum d'historiographie et de corpus de contenu et de littérature sur cette musique. Et bien entendu, du côté des Américains qui s'intéressent, bien entendu, on comprend que les Américains s'intéressent à ces genres de musique de l'autre et à à partir, bien entendu, depuis la fin du 19e siècle. Donc, des anthropologues, ils ont inventé là-bas, aux États-Unis, des méthodes appropriées pour sortir de chez soi, de leur terrain et de leur cadre de recherche, et de leur laboratoire. Ils s'investissent, par exemple, et l'Afrique investit, l'Amérique latine investit, et, bien entendu, et la Caraïbe et pour essayer de comprendre des matériaux musicaux, des corpus comme ça. Et raison pour laquelle on a, par exemple, un monsieur qui est très quand même bien coté, qui a quand même, qui laisse quand même un matériau assez intéressant, qui mérite d'être traité, bien entendu, c'est
Alain Lomax qui a visité Haïti entre 1936, je crois. Bon, et donc ça veut dire que pour le cas de la musique racine, qui n'est pas la musique folklorique, qui n'est pas le compadre qui est très en vogue actuellement, c'est une nouvelle musique qu'il faut cadrer dans son temps. Et cela ne veut pas dire que cette musique, on ne la joue plus. Et bien sûr, elle est encore, on la joue, mais est-ce qu'elle est en émergence, continue à être dominante sur la scène culturelle et haïtienne? Et dans un certain cas, on pourrait dire à un certain moment très en vogue également dans des lieux culturels aux États-Unis. Et même en Europe, il y a eu beaucoup de concerts, etc. Donc, naissance, bon, on parle de naissance de cette musique que je catégorise moi-même, que j'ai planté à partir des années 70, c'est-à-dire ça donne tout plus ou moins, ou du moins ça reprend et la musique folklorique, qui est une musique spécifique euh, est né, bien sûr, bien entendu, à partir du mouvement indigéniste haïtien, quelqu'un qui s'intéresserait à voir qu'est-ce qu'on entend par le mouvement indigéniste haïtien, bien entendu, né entre 1900, fin 1920 et jusqu'au 1960, mais remarquez que cette musique, la musique racine, a son émergence à partir des années 80, mais vraiment en balbutiement à partir des années 70. Et il y a des explications qu'on peut chercher à partir le pourquoi c'est à partir de ce moment-là et les premiers concerts, etc., où les jeunes garçons de grands urbains commencent comme ça à sortir de leur confort pour aller chercher autre chose, par exemple, et investir l'espace paysan, le monde paysan, le monde rural, pour s'intéresser à ces genres de musique. Bon, il y a des acteurs. Qui étaient ces acteurs? C'était des acteurs, bien entendu, de petits bourgeois, urbains, bien entendu. C'est pas des paysans, ou du moins c'est des gens qui jouaient du vaudou déjà, qui sont des pratiquants vaudou, qui s'intéressaient à produire une nouvelle musique, etc. Non, 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 non. C'était plutôt des urbains et des jeunes garçons, petits bourgeois, et un petit bourgeois avec bien et sans bien, bien entendu. Mais bon, quand même, petit bourgeois qui s'intéressait à jouer cette musique, bien entendu, après. Et après l'émergence, après, quand ça devient populaire, beaucoup d'éléments populaires se sont ralliés à cette musique. Et pour de bon, ça devient vraiment un grand mouvement et culturel, un grand mouvement et qui accompagne, bien entendu, un mouvement social qui est le mouvement social et 1980, le mouvement social 1980 et 1986. Et sous inspiration, laisse-moi corriger, d'inspiration. OK, je reviens. Et, OK, maintenant, typologie de cette musique, c'est-à-dire moi-même, et je peux dire entre-temps, j'ai relevé de cette musique quatre typologies et quatre éléments et quatre formes. Et je relève par exemple une forme que c'est la forme diasie, mais j'imagine que Docteur Sitson et moi, on peut continuer à en discuter après dans d'autres occasions, mais j'ai quand même relevé dans ma recherche quatre éléments que je peux traiter de forme. Et il y a la forme jazzy qui est représentée par un groupe qui s'appelle Fula. Et j'imagine que je serai capable de vous faire au moins entendre les Fula, qui est vraiment une forme jazzy, et ce sont des musiciens jazzy. Et une tendance, bien sûr, bien ancrée dans le vaudou haïtien, mais ça ne veut pas dire que la forme jazzy n'est pas ancrée, mais c'est-à-dire la base vaudou, la base qu'on entend par musique vaudou, et avec des harmonies, des matériaux harmoniques et phrasés et combinaisons, les gammes, tout ça, tous ces éléments-là ont été rapatriés ou appropriés pour produire une musique, une forme qui s'appelle la forme jazzy du vaudou. Et je me rappelle ici de Valmaniga à Montréal. Je me rappelle, là, par exemple, Thugo Théodate, saxophoniste, de son état, Chico Boyer, bassiste, et Bonga, etc. Tido, paix à son âme, sur la guitare, etc. Donc, c'est la tendance jazzy. En même temps, il y a une tendance assez solide. Et c'est la tendance, par exemple, représentée par Samba Zao, et c'est plutôt une tendance un peu sortir bien sûr, bien entrer dans le vaudou, mais en même temps chercher des harmonies un peu pop, comme s'il réclame d'ailleurs, il s'est réclamé du pop. D'ailleurs, il était un pratiquant du pop, et dans un entretien que j'ai eu avec lui.
Et en même temps, et d'autres musiques, là, alors, toujours dans cette tendance, j'ai identifié moi-même une forme qui s'appelle la musique des frères Bourbon. C'est un sous-élément comme catégorie dans ma typologie. Ce que j'appelle la musique des frères Bourbon, c'est la musique effectivement qui s'est imposée sur la scène culturelle haïtienne et que, bien entendu, un étranger entre guillemets, et va pouvoir identifier cette musique à partir de la forme qui est censée populaire. C'est la forme des frères Bourbon. C'est une famille en Haïti, petits bourgeois, avec bien ou plutôt sans bien, qui s'intéressait bien entendu à partir des années 70. Et puis ils ont eu le premier concert en 76 et ça, et finalement ça marche avec eux. Bien entendu, il y avait antérieurement à eux selon les données Zao que je viens de citer tout à l'heure, qui s'intéresse à ça. Et d'autres formes, et il y a la forme que j'estime, c'est un très féodal, et du genre, ces gens-là, ils se permettent de raconter des choses même sur le milieu paysan, mais entre-temps, ce qui est paradoxal, cette forme est beaucoup plus, et vraiment, je peux dire, à l'intérieur même, ça reste dans le vaudou, et que c'est-à-dire l'aménagement, les arrangements tout simplement, on y introduit un kick seulement. C'est un drum machine qu'on appelle ça en Haïti. OK? Mais, et puis ensuite, tous les matériaux du vaudou, que ce soit la rythmique, et ça respectait les rythmes, notamment les rythmes akaya, etc. Mais également, la harmonie c'est du vaudou, c'est-à-dire le responsoriel, si vous voulez. Et puis, ça reprend les mélodies vaudou, tout simplement sans nécessairement apporter des arrangements. Alors, ce n'était pas le cas pour la forme jazzy, ce n'est pas le cas également pour la musique des frères Beaubrun, ce n'est pas le cas non plus de la forme que représente Zao à travers un groupe assez connu qui s'appelait Sambayo à l'époque. Bon. Et bon, de cette typologie, mais comme je disais au départ, cette musique arrive à avoir un double essoufflement. Double essoufflement parce que cette musique, dès le départ, accompagnait un mouvement musical. Un mouvement politique, un mouvement social politique plutôt. Et c'est le mouvement social populaire de 1986, c'est-à-dire dans le contexte, c'est Post-Duvalier. Post-Duvalier, donc cette musique se positionne comme vraiment comme je le disais un peu plus bas, comme porte-parole de la musique, porte-parole du mouvement social populaire. Donc, comme cette musique finalement s'intéressait, ou du moins se positionnait comme une musique politique, et une musique, et donc, si on regarde bien, moi-même, je prends du temps à écouter davantage la discographie qui existe dans le corpus, et il ne s'intéressait pas nécessairement de parler de l'amour, etc. Et alors que l'amour, quand même, c'est, entre guillemets, c'est une forme assez universelle, même si on ne fait pas l'amour partout de la même façon, mais quand même, des thèmes comme ça, ils n'ont pas traité ce genre de thèmes. Alors que pour le cas du reggae, et Bob Marley en a chanté beaucoup, hein, par exemple, des thèmes comme ça, et No Woman, No Cry. On ne va pas trouver ça dans la musique racine. Et par exemple, tous les lovers sing Stop My Doorstep, OK? Sing This Week Song. Et mélodie, voilà. Mais dans la musique racine, on n'a pas ça. C'est plutôt un peu bien branché, bien focus sur le mouvement et le mouvement politique d'alors, c'est-à-dire revendicatif, c'est-à-dire c'est vraiment une sorte de dispositif pour passer, pour nous faciliter, pour faciliter la société haïtienne à sortir du duvalierisme. Bon. En tout cas, est-ce que Donc, j'appelle ça comme le mouvement social et populaire finalement est en difficulté et depuis les années 2000, eh ben, le mouvement qui l'accompagnait, OK, ou du moins en même temps, les deux accompagnants, c'est assez réciproque, hein, donc et également a subi les mêmes conséquences et voire même récupéré quelquefois par le capital. Le capital est quand même assez présent, c'est-à-dire les moyens de production de cette musique étaient difficiles. Donc, c'est pas sans raison qu'il y a le seul groupe qui a quand même vraiment resté en tant que groupe dans un certain sens, c'est un groupe qui s'appelle RAM, même quand j'ai entendu des bruits que ce groupe est en difficulté, mais c'était ce groupe RAM. Le groupe RAM, pourquoi? Parce que socialement, ce groupe, le propriétaire de ce groupe avait les moyens de production et c'est-à-dire un hôtel, etc., des instruments de musique avec qui lui permettaient de produire et les touristes venaient et consommer cette musique. Donc, pour les autres groupes, et même
quand beaucoup d'entre eux étaient d'ascendance petit bourgeois et socialement, mais ils n'avaient pas les moyens de production, moins lieux de production, etc. Donc, et cette musique est quand même, j'estime que c'est un double essoufflement, etc. Donc, on peut voir quelques visages, etc. Objectivement, bon, de toute façon, je ne vais pas tout développer dans ça, hein. J'espère que je serai invité un beau jour encore par Dr. Stetson. Objectif, c'est attirer votre attention, ce que je suis en train de faire, non sur les fondements culturels universels de cette musique, mais plutôt comment se construit une mémoire collective autour de la réception de la musique racine. Ok, j'ai mis racine deux fois, permettez que j'enlève. Et ok, donc et c'est ça. Ok, je reviens. Bon, voilà, ça veut dire que voilà ce qui m'intéresse. C'est pas inscrire cette musique dans une perspective universelle, même si ça veut pas dire que cette musique ne s'inspire pas d'un certain universalisme. Par exemple, remarquez les matériaux harmoniques utilisés, ce sont des matériaux harmoniques qui sont quand même assez connus mondialement. Les musiques, le pop, hein, ou le rock, et par exemple, pour le cas de la musique, et ce monsieur-là qu'on regarde là, ce groupe-là, hein, que j'appelle, ce groupe-là qui a émergé et que j'appelle, c'est la musique des frères Bourbon qui a émergé. C'est pas nécessairement de la musique racine en tant que telle. Donc, c'est parce que, par exemple, la ligne jazzy, c'est-à-dire qui est en dessous, ce groupe-là, par exemple, du fou là, qui jouait du jazz, vaudou, une musique assez encore puissante. Eh ben bon, cette musique, tout simplement, et c'est pas cette musique qui a eu son émergence dans le paysage culturel haïtien. Et même si c'est une musique, on peut dire encore de qualité, mais ça ne veut pas dire que l'autre musique, par exemple, des fois, Bobo n'était pas de qualité, mais c'est pas la même option. Ça, en gros, c'était plutôt du hockey. Et avec, bien sûr, si en dessous, il n'y avait pas de kick, c'est-à-dire de drum machine, et qui rythmait, etc. Et alors qui maîtrisait plus ou moins, ou neutralisait les tambours voodoo, les trois tambours principaux voodoo, et que ce soit le moment tambour qu'on appelle ça, la grande, et puis le grondé, c'est-à-dire le deuxième tambour, et puis le katabou, celui qui fait du kata pour la rythmique. Mais remarquez, ces messieurs, même ils ont introduit rapidement un drum machine, c'est-à-dire c'est une forme d'appropriation. Ils ont introduit quelque chose qui, dans le temps qui marchait, OK? Le temps du kick. Et le kick a fait quoi? Le kick neutralisait les trois tambours voodoo. Et comme ça, on entend vraiment que les kicks. Comme ça, on est dans une monorythmie. Et même si, c'est-à-dire, c'est la forme qui a marché, c'est la forme qui s'est imposée. Donc, et je vous invite à écouter si vous voulez que dans un temps. Et donc, en c'est le groupe, originalement, c'était ce groupe-là qui, et bon, bien sûr, a eu des cassures, comme toute entreprise humaine. Entre eux, ils se sont dissociés, bien entendu. Mais bon, la plupart d'entre eux, c'est une famille, hein, raison pour laquelle j'appelle la musique des frères Beauboin. Voilà les deux frères, ce monsieur et celui-là. C'est des musiciens. Lui est très bon bassiste, très bon arrangeur. Et lui, chanteur et pianiste, etc. Mais bon, en tout cas, mais il est là et c'est lui le band leader et du groupe qui s'impose et au fur et à mesure, mais même si il remplace quelqu'un qu'on va voir après, qui était le chanteur avec qui le groupe a eu cette émergence fulgurante. Bon, voilà, et c'est ce qui m'intéressait et bon, et je, je prends, mais je vais terminer, rassurez-vous, hein, et naissance d'une esthétique musicale racine et connexion et socioculturelle internationale, contexte plutôt socioculturel international, 1970-1980, et sont des années et sont des années grises, ambiguës et sclérosées même. Et par exemple, c'est des années, on peut dire, on oublie cette partie, cette décennie, par exemple, fin des années fin de grandes visions d'une humanité heureuse, hein, de la foi dans le progrès des sciences, hein, de la technologie, de la planification, de la futurologie, et comme discipline très prisée. C'est aussi la fin de la période de prospérité économique tout à fait extraordinaire des années 1950-1960. Et également une forme de désillusion à l'égard du gouvernement ou des gouvernements, je peux dire, mais là on parlait ici depuis les États-Unis, avant c'était l'Europe, mais des États-Unis précisément, et les gens ne font plus confiance, hein, au gouvernement, mais en même temps, en Haïti c'était le cas parce que les États-Unis avaient donné le ton, donnaient le ton, mais donnent encore le ton, comme on peut voir dans la conjoncture d'aujourd'hui. Désillusion à l'égard du gouvernement et avancée
en matière de droit civique, parce que c'est après la mort, bien entendu, après la mort de Malcolm, après la mort de Martin Luther King. Donc, quand même, c'est-à-dire, l'establishment américain cède un peu, bon, cédé, bon, mais au moins, c'est les combattants et avaient quand même gagné quelques droits, c'est-à-dire, il y a des acquis par rapport à tout ça. Et le mouvement des femmes, par exemple, les femmes s'exprimaient un peu davantage, on accepte finalement cette catégorie-là des humains et finalement, ont des droits égaux par rapport aux hommes. Et c'était une grande tendance majeure. Par exemple, on peut voir ça au Canada, par exemple, où les femmes, vraiment, la Révolution tranquille, se sont pour de bon imposées. Et tout ça, c'est le contexte international qui a quand même inspiré cette musique, qui facilite la conjoncture de l'émergence de cette musique, ou même la décision de ces jeunes d'aller chercher ailleurs et faire autre chose par rapport, quoi, par rapport au duvalierisme qui imposait une esthétique assez binaire, comme ça, il fallait parler de Duvalier, il fallait faire des poèmes pour Duvalier. La plupart des groupes musicaux ont été quand même obligés, entre guillemets, stratégie d'acteurs, de faire une musique pour Duvalier. Bref, contexte local, contexte et socioculturel local, renouvellement de la musique folklorique, que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, et promu par le mouvement et mouvement culturel indigéniste des années 1920-1960, et quête d'une nouvelle esthétique artistique et pouvant contrer les expressions politiques et du duvalierisme et à vie. Vous remarquez, hein? Donc c'était un régime politique. Si en général, on identifie Haïti au duvalierisme, à Duvalier, mais non, Haïti est plus que Duvalier, c'est-à-dire vraiment, c'est un pays qui a fait beaucoup plus de choses. Mais bon, ce monsieur, avec ce régime trentenaire, on comprend bien qu'il a manqué le paysage politique et culturel, cela dit, et bon, très négativement, cela dit, on comprend pourquoi la référence au post-duvalierisme à Duvalier est assez important. Là, nous avons une musique, par exemple, de Sambazaro qui nous dit parler créole, et c'est-à-dire parler le créole, notre langue maternelle, et que c'était une revendication de la période. Créole, oh, créole parler, créole comprendre. Donc, c'est-à-dire il faut parler le créole. Quand on parle cette langue, on se comprend. Donc, vous remarquez, c'est une musique de Zao. On peut tout simplement aller regarder ça et écouter cette musique qui est bien ancrée en tant que revendication sociale. Donc, c'était une musique de protestation. Elle reprend des termes à la mode de l'époque et comme démocratie, entre guillemets. Hein. Et que démocratie, je me rappelle un peu très jeune quand il chantait cette musique, disant, et depuis après 7 février, c'est-à-dire le jour du départ de Duvalier, depuis après 7 février, tout le monde a parlé à Jolio, il dit Haïti libéré. Pourtant, c'est pas vrai. Hein, bon, voilà. Hein. Et les gens croyaient que, et après 7 février, c'est-à-dire après le départ de Duvalier, et que Haïti allait être libéré, et il nous dit, hein, très tôt, hein, et non, pourtant, c'est pas vrai. C'est-à-dire, remarquez Haïti aujourd'hui encore. Donc, on était quand même dans cette forme d'illusion, etc. Bref, et pour dire Samba Sao, bon, je vous invite à écouter sa musique et remarquez que la forme qu'il prend, le paysage musical haïtien de la deuxième moitié du XXe siècle, hein, du début XXe siècle, a subi, ok, et du début du XXIe siècle, a subi des turbulences politiques hein, de Duvalier qui annoncent la fin du régime. Vous remarquez ces gars, c'est pas Duvalier, bien entendu, mais c'est une forme de manifestation. Voilà leurs noms hein, qui sont devant vous. Ils prennent la forme des manifestations de rue. Et c'est pas sans raison, la scénographie est faite comme ça. Hein. Et si on peut aller dans la sémiotique de l'image, et on peut voir comment aller regarder des manifestations, notamment en Afrique et en particulier en Haïti, on va voir que cette scénographie, cette mise en scène des musiciens reprend finalement et des bandes à pied, c'est-à-dire des bandes ambulantes, de rara par exemple, mais en même temps et imitant également des manifestations, etc., des manifestations politiques du mouvement social qui l'accompagnait. Accompagnant le mouvement social populaire post-Duvalier, cette musique se présente comme musique de revendication, etc. Et et puis, le constat est clair par rapport à tout ça, parce que cette musique s'inspire de quoi? Cette musique s'inspire de la musique qu'on appelle la musique vaudou. Et on entend par musique vaudou, c'est-à-dire la musique qui est jouée et dans les espaces sacrés. La musique racine, n'est pas la musique sacrée, mais elle s'inspire de cette musique pour produire sa propre musique. C'est ce que je pourrais appeler, c'est-à-dire la dimension et artificialisation. Donc, en gros, on voit que, comme c'est-à-dire ce résidu, comment ça fonctionne et comment ça marche. Et c'est-à-dire cette forme d'hybridité des matériaux musicaux de l'Occident, et du point de vue harmonique, etc. Et remarquer la guitare, etc., l'instrument de musique, si on veut. Et puis, en même temps, et
le micro, tout ça, c'est des matériaux qui ne sont pas produits en Haïti, bien entendu. Et en même temps, le vaudou, qui est quand même la matrice sonore, la matrice de l'inspiration haïtienne d'un point de vue sonore. Donc, tout est là. Vous remarquez, cette musique, ça s'inspire du reggae dans notre zone, du rock, du blues, du jazz. Et j'ai fait la démonstration tout à l'heure pour montrer combien de tendances que j'ai trouvées dans cette musique. Cette musique se présente comme le porte-voix, et comme porte-voix, du peuple protestataire. C'est protestataire pendant la période dans le nom de Duvalier et après Duvalier. Et puis, bon, voilà, heureusement, j'ai terminé, hein. Et pour dire quoi, remarquez que je dis un résultat de quoi, et on constate hein, qu'il y a modification des pratiques musicales urbaines pendant l'époque. OK? Après, ça va être bousculé par le ragamuffin qui arrive, et le compadre qui était plus ou moins veilleuse, et c'est repris quand même. Bien entendu, avec le Capital qui était en mouvement, bref, parce que cette musique quand même dégageait une identité musicale qui positionnait, qui mettait le peuple là, finalement protestataire dehors pour revendiquer, alors qu'on ne voulait, par exemple, le Capital voulait quand même avoir des musiques un peu plus de distraction. Bon, voilà, je peux le dire comme ça, et comme ça, on va pas s'intéresser aux politiques, etc. Donc, modification des pratiques musicales pendant l'époque. Et le type que vous voyez ici, qui est tout en africain, etc., c'est Eddie Boucan, c'était le chanteur qui a accompagné Bookman Experience, ce groupe-là, qui s'est imposé entre 89 et 90, et vraiment avec le carnaval Kempa Sauté et un concours qu'ils avaient gagné comme groupe qui s'appelle Witchen et organisé par American Airlines. Donc lui, il était jeune garçon à l'époque. Et puis voilà. Mais il s'organise autrement. Il a son propre groupe. Actuellement, il est quand même seul, mais il continue à bosser, hein. Bon, c'était quand même, le résultat, c'est quoi? On a fait un usage de cette musique. Je peux dire également un mésusage, parce que quand même, il y a un certain nombre de coins et de spécialités que cette musique ne s'intéresse pas, c'est-à-dire qui intéressent l'homme, que cette musique n'a pas traité. Et puis la musique s'essouffle, hein. Comme résultat, depuis les années 2000, on a cette musique, quand on regarde les gens par exemple, les principaux ténors, bon, c'est bon pour les touristes, mais bon, en tout cas pour moi, musicien, et qui connaît quand même le mouvement, je regarde ça, ok, ça va. Ils continuent de vivre, bien sûr, bosser parce que ils produisent pour vivre, mais bon, c'est pas une nouvelle musique qu'ils font, etc. Il n'y a plus de recherche dans l'harmonie, dans les matériaux, dans les mélodies. Encore, ils refont les mêmes choses, etc. Donc, les vagues dégressifs du mouvement social populaire, c'est-à-dire le mouvement social populaire hein, est confronté, c'est-à-dire avec le mouvement, d'autres mouvements, c'est-à-dire mouvements politiques dans l'espace, et dans l'espace politique, bien entendu, eh bien, étant en difficulté. Et que ce mouvement également, porte du Valais, ce mouvement également, c'est-à-dire ce mouvement culturel, la musique racine, et se trouvait également en difficulté. Ça veut dire ces vagues-là, ces vagues dépressives, emportent avec elles le cadre productif, c'est-à-dire ils ne peuvent plus produire en scène, et il y a plus de demande, c'est-à-dire c'est le rap, le ragamuffin, finalement a pris le devant, et bien entendu, et puis cette musique de contestation n'est plus une musique de contestation, elle est une musique comme toute musique récupérée, bien entendu, par le capital, et puis je vois que les musiciens, et actuellement, ils sont prêts ils sont disponibles pour faire autre chose, je peux dire comme un minimum, et pour faire autre chose dans la mesure où, c'est-à-dire jouer vraiment, se détacher de cette perspective, de cette identité mouvante et de cette identité hybride, mais et pour s'inspirer d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit, mais ça veut dire tout simplement, en tant qu'observateur, c'est-à-dire qui fait l'exercice de la sociologie musicale, moi, je prends des notes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Kessler, bien aimé. Merci infiniment. Merci pour pour cette brillante présentation qui nous a vraiment éclairé par rapport à cette musique que j'affectionne particulièrement. Donc, je crois qu'il y a des questions. Il y aura des questions. On a un quart d'heure de questions pour le docteur bien-aimé. Si Ouais, vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Avant son départ, je crois qu'il est pressé. Et donc, y a-t-il des questions? Just raise your hand. I mean, if there's any question. Uh, j'aimerais alors, vous retourner quand même, j'aimerais vous retourner
le micro pour m'assurer que tout est clair. D'accord, je vais le Et reprendre. pour le faire, comment procéder? Attends, attends, je vais reprendre ça, ce que vous m'avez donné. Alors, let me get back to this. Mais là, tout le monde m'entend ou pas? Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'entends en tout Ouais. cas. D'accord. S'il y a des questions, en tout cas, d'ici là, ouais, je vais reprendre la main, en tout cas. Reclaim host. Ok, j'ai repris. Ah, là, je vous vois, monsieur. Je ne vous voyais pas. Je croyais que j'étais visible alors que Non, pas du en tout. faisant les manipulations, ça. On a fait tellement de manipulations. Ouais, Donc, il y a des questions. ouais, Moi, ouais. j'en J'ai aurais tellement une. manipulé. Lors de votre présentation, docteur Bien-Aimé, vous avez. euh, quel a été l'impact d'Azor, Azor, qui était pour moi la plus grande voix de la musique racine, en tout cas, l'impact dans les futures générations, les nouvelles générations, en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas un vide suite à sa mort ou il n'y a pas eu de suite quelconque à ce niveau-là, quoi. Euh, je- bon, bien sûr, en tant que figure de cette musique, qui est parmi les tendances que j'ai quand même citées, hein, et c'est la musique qu'il jouait, il a seulement introduit un kick, c'est-à-dire deux machines, mais la musique qu'il jouait, il restait dans les lacous Mhm. et très attaché au sacré. D'accord. Et donc, il est tellement brillant, on ne peut pas le comparer. Il, il est parti avec sa vivacité, bien entendu. Mais bon, c'était parmi les catégories de la musique racine et que moi, j'ai quand même traité et j'ai identifié. Et la tendance Azor était parmi les quatre. Donc, ce n'était pas la seule. Il y a, bien sûr, encore une fois, je reprends, il y avait la tendance jazzy, représentée par le groupe de Chico Boyer, Sido, etc., et qui faisaient des expériences. Ils s'intéressaient à faire des expériences sur cette musique. Et puis, Zao, il joue seul, plus ou moins, mais bon, il est encore là. C'était en même une autre forme. Et que, bon, pour dire que Azor, bien sûr, je crois qu'il y a un membre de sa famille qui reprend le groupe, mais bon, ce n'est plus Azor. Après avoir entendu Azor, on ne veut plus entendre quelqu'un qui fait du Azor. Donc, c'est ça c'est ça la question. Mais il était tellement puissant et comme instrumentiste, comme chanteur, on comprend bien pourquoi et on veut encore avoir raison, mais malheureusement, il est parti et c'est le devenir de nous tous hein, quand même. Et une question du docteur Aisin de Lyon. Oui. Oui, merci, docteur Kessler, pour cette brillante présentation. J'ai noté en fait que pendant toute la présentation, il y a la spiritualité vaudou, donc la religion vaudou qui est source en quelque sorte hein, d'inspiration pour ce corpus, notamment pour ces musiques-là. Euh, est-ce C'est-à-dire en fait que les couvents sont à l'origine, ou du moins sont des influences de ce corpus, de cette musique, ou c'est juste un phénomène d'une période, d'un moment qui est passé, ou c'est plutôt l'écosystème des couvents qui a façonné ce type de musique-là ou pas? Bon, en fait, si je reviens à la musique folklorique, bien sûr impulsée par par le mouvement indigéniste des années 20. Là, on parle de Grand Passmas, on parle de Senghor. C'est pas Mhm. tellement loin de vous, hein. Et de Senghor, la négritude, ça, c'était vraiment, et c'était un moment et vraiment où revival, où on se cherchait, on prenait la parole en tant que nous-mêmes, pas comme autres. Mhm. D'où, selon Dr. Prachmas, il a donné l'indication de retourner aux sources. Même si moi-même, dans mes écrits, je parle plutôt de recours aux sources. On n'y revient pas vraiment. On a un certain recours aux sources, bien entendu, pour rester dans la capitale et dans les capitales mondiales, pour faire de l'argent, pour faire autre chose, pour se présenter comme sachant. Mais on n'est pas revenu aux sources. On a un certain recours aux sources.
notamment quand on est en difficulté et d'inspiration ou de ceci, etc., et confronté à la question de l'identité, bref, etc. Et c'est sous cela. Donc, l'idée que Dr. Proismas nous a donnée, c'est-à-dire nous a donné l'indication en 1928, un ouvrage ainsi par la l'oncle, et bien entendu par l'oncle Sam, hein, et donc il a donné l'indication d'aller vers le monde paysan, le local, et de regarder vers l'Afrique. Et à ce moment-là, et donc ce mouvement intellectuel, ce mouvement culturel, ok, a facilité l'émergence, d'une part, d'un nouvel art, c'est-à-dire l'art indigéniste. Et donc, on a une peinture comme ça, en général, on identifie la peinture haïtienne à partir du vaudou, même si Haïti fait plus que ça, hein, il y a tout. Waouh, c'est beaucoup. Mais bon, en même temps, l'étranger, avec son œil un peu étranger quand même, et Haïti, c'est 27 000 km², mais en même temps, pour saisir tout ce qui se passe en Haïti en même temps, c'est compliqué, donc on cherche des facilités. Donc, on réduit la peinture haïtienne à l'indigénisme. Mais c'est bien sûr, c'était un moment précis. Même pendant ce moment-là, il y avait autre chose qui se faisait. Pour la musique, donc c'était l'émergence de la musique folklorique. Il y a beaucoup d'écrits sur cette musique, il y a des ténors, il y a beaucoup de groupes, ok, mais toujours très intello, ok, et qui est très intello, très diasporique également, mais toujours avec le fond sonore, qui a un musicologue haïtien et ouais, qui est très jazzy et qui s'appelle Claude Carré, qui nous parle de fond sonore. Le fond sonore est vaudou. Et le vaudou, c'est-à-dire quand l'haïtien, quand on le voit agir, quand il produit le fond, c'est-à-dire en général, le vaudou n'est pas tellement loin de ça. OK? En général, je dis, hein, pour ne pas être. Le vaudou n'est pas tellement. Quand il produit, quand il écrit, si on retourne dans la littérature, il peut faire. Certains peuvent, dans le postmodernisme, peuvent vouloir bien s'en démarquer. Bon, un peu exquis, hein, mais bon, la base est là. Si on cherche bien, on va voir comment il manipule les mots, etc., et comment il traite finalement ça. Et ça fait les références à finalement au même paysan, alors qu'il est en ville, mais il vous parle finalement du paysan, mais un moment précis, à partir de quoi? À partir des années 20 et de cette période-là, jusqu'en 60, c'est comme ça, on a cette référence du vaudou. Donc, la musique, c'est pas la musique folklorique, parce que la musique folklorique, vraiment, était précisément jouée par des lettrés. La plupart d'entre eux, c'était des lettrés. C'est-à-dire, lettrés étaient lourds, etc. Et bon, bien sûr, il y avait quand même quelques éléments autres qui faisaient office de musiciens ou qui donnaient d'autres services. Mais l'initiative, la plupart des gens qui jouaient, et c'était des gens bien lettrés, bien musiciens également, sortir d'une école, de l'école de 1860 et de M. Giffard, où les musiciens étaient vraiment formés à partir d'une politique culturelle où la musique était mise devant pour se former socialement. Donc, les musiciens de l'époque étaient formés. Ce n'est pas le cas pour la musique racine. Ce n'était pas le cas pour la musique racine. C'était plutôt du mimétisme, mais à partir du vaudou. Et donc, ça veut dire inspiré, bien sûr, de ce qui marchait à l'époque, c'est-à-dire le pop, etc., le reggae, bien entendu. Mais en même temps, et beaucoup d'autres étaient musiciens, bien entendu, mais ils voulaient faire de l'expérience, de nouvelles expériences. Raison pour laquelle ils sortaient de leur confort, ils se sont rendus pendant, toujours, bien entendu, aller dans les sources, OK, pour aller s'inspirer dans le vaudou, bien entendu. Quand il jouait, c'était du sérieux. C'est-à-dire, dans la guitare, il reproduit le tambour, il reproduit le vaccin. Bon, 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 pim, 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 bon. C'est-à-dire, il reproduit ça. Et c'était ça l'expérience pour un monsieur comme Samba Zao. Et comme pour un monsieur, par exemple, comme Chico Boye, bassiste. C'est-à-dire, c'est des gens qui reproduisaient et qui expérimentaient l'acte de reproduire des sons et du vaudou, des trois tambours ou également des éléments aérophones dans cette musique. Donc, on s'inspire, on continue à s'en inspirer, bien entendu. Mais bon, dans le temps que ça se faisait aujourd'hui, on est dans une conjoncture de plus en plus éloignée, mais en même temps, il faut se dire que quand on regarde bien, même des musiciens comme Zafem actuellement, vous remarquez que Dr. Sidson connaît très bien, s'intéresse bien au vaudou. Vous remarquez que assez souvent, le guitariste, le guitar player, assez souvent, il peut vous donner un concert avec des musiques vaudou, c'est-à-dire il l'a maîtrisé, il a fait l'expérience de ça, etc., etc. Donc, la musique vaudou, le fond sonore vaudou, les éléments matriciels vaudou ne sont jamais loin, que ce soit en littérature, que ce soit même quand l'acteur
peut vous dire, bon, lui, etc. Moi-même, je suis photographe, mais on peut dire, mais où sont les photos vaudou de Kessler? Mais le vaudou est là, hein, bien entendu, je suis sûr. Et si je fais l'analyse de mes photos, je vais vous dire, hein, le vaudou est là. Je m'en inspire, bien entendu. Hein. Ouais. Très bien. Et, sauf s'il Mhm. y a d'autres questions, en tout cas, pardon, il y avait d'autres questions, sinon on va embrayer et puis on reviendra Ouais. plus tard. Ah, Si mais vous êtes c'était encore là. cool. Moi, je vais continuer à vous écouter et voir répondre à des questions. Et je suis imposé. Il y a quelque chose qui m'est imposé pour faire un truc, mais je vais vous écouter là rapidement. Bien entendu, je suis dans la conférence, rassurez-vous. Et on aura d'autres questions OK. pour vous plus tard, à la fin sans doute. Le temps d'avancer avec les autres chercheurs. D'accord.